16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. Jamais une telle attaque n'avait été menée. Ce soir, le monde retient son souffle car l'opération déclenchée ce matin pourrait provoquer une guerre sans précédent. Regardez, Israël a lancé 200 avions de chasse sur l'Iran, explosion à Téhéran et dans d'autres villes à travers le pays, dans le viseur de Tsahal, évidemment des bases militaires, mais pour la première fois, des installations nucléaires ont été frappées. Comment ? Nous allons vous raconter avec le général Yakovlev, cartes et images à l'appui, comment le Mossad s'est infiltré en Iran il y a plusieurs mois. Le chef des gardiens de la révolution a été tué. Une déclaration de guerre selon Téhéran qui promet de faire regretter à Israël son attaque massive. L'État hébreu se barricade. Le point de non-retour a-t-il été atteint ? Donald Trump réunit son Conseil de sécurité nationale et doit prendre la parole à l'instar d'Emmanuel Macron ce soir. Israël, Iran, la guerre est déclarée, c'est la question du grand dossier. Partons tout de suite en Israël, retrouver notre correspondante Bethsabée Salem. Bonsoir Bethsabée, l'attaque lancée ce matin est loin d'être terminée, l'opération est toujours en cours. Oui, l'opération est toujours en cours avec des centaines d'avions de combat qui y participent, qui font des allers-retours, qui sont ravitaillés dans les airs, ce qui représente un véritable défi logistique. Alors sont visés en Iran, bien sûr, des infrastructures militaires, des entrepôts où sont stockés des drones, des sites de production de missiles balistiques. Selon les estimations ici, cette opération, ou plutôt cette guerre, il faudrait dire, devrait durer au moins 2 semaines. D'ailleurs, l'aéroport Ben Gurion, l'aéroport international, est fermé pour au moins 3 jours et bien sûr ici on redoute une riposte très agressive de l'Iran. Merci beaucoup Bethsabée Salem, notre correspondante en direct ce soir de Tel Aviv. Allons plus loin dans ce grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir le général Michel Yakovlev. Bonsoir. Bonsoir, ancien vif-chef d'état-major du Sheikh, commandant suprême interallié. Antoine Basbous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue associé chez Forward Global et vous dirigez l'Observatoire des pays arabes. Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et grand spécialiste des questions internationales. L'attaque a été fulgurante, aussi fulgurante que massive. 200 avions se sont abattus sur l'Iran, déclenchant une série d'explosions à travers le pays. Des bases militaires ont été frappées et pour la première fois, des installations nucléaires. Regardez. Du jamais vu, et Benyamin Netanyahou ne compte pas s'arrêter là. Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Comment une telle opération sans précédent a-t-elle pu être menée ? C'est ce que nous allons tout de suite vous raconter avec le général Yakovlev, cartes et images à l'appui, devant le grand écran. Il aura fallu 8 mois. 8 mois de préparation pour monter l'attaque baptisée Rising Lion, le lion qui se dresse. Des frappes, regardez, menées contre Téhéran, la capitale, on le voit, mais contre plusieurs grandes villes du pays. Et on va évidemment vous parler longuement de Natanz, ce site qui abrite un site d'enrichissement nucléaire, qui est l'étape préalable à la fabrication de la bombe atomique. Donc des bases militaires ont été visées, des sites nucléaires pour la première fois, et plus de 200 avions de chasse ont été mobilisés, des dizaines de frappes sur plusieurs vagues, sensibles
au total dans tout le pays. Et regardons ensemble les systèmes de défense anti-aérienne iraniens. Voilà, ils sont là, vous voyez les camions et qui ont des missiles. Ça, c'est un dôme, si je puis dire, un dôme pour protéger l'Iran des frappes. Et c'est cette protection, évidemment, que Israël a neutralisée. Et alors là, le général Yakovlev, là, c'est le champ libre pour les 200 avions qui ont frappé l'Iran. Oui, alors cette planification, c'est pas 8 mois, ça fait des années. Des années qu'ils y travaillent, les Israéliens. Et ils l'ont remise au goût du jour, et ils ont adapté, etc. Et puis, ils ont eu 2 galops d'essai, en avril et en octobre dernier, où en particulier, un site de défense solaire autour de Natanz avait été détruit. Donc pour eux, c'était à la fois un test et un avertissement aux Iraniens, qui était de dire, le jour où nous déciderons de vous faire une grosse paire de baffes, on saura le faire. Donc il faudrait que vous raisonniez différemment. Ne vous croyez pas invulnérable. Donc tout ça est là, si on peut dire la conséquence. Enfin, c'est une longue suite. C'est une guerre larvée que les Israéliens et les Iraniens entretiennent depuis très longtemps, à l'initiative des Iraniens d'ailleurs. C'est toujours les Iraniens qui ont dit qu'ils étaient en guerre avec Israël. Donc là, en l'occurrence, Israël ne fait que leur servir une dose de leur propre médecine. Netanyahou avait prévenu, il est donc passé à l'acte. L'armée israélienne a mené cette opération avec le Mossad, qui a réussi à s'infiltrer en Iran. C'est ce qui fait de cette opération une opération vraiment unique, et pas seulement d'un point de vue militaire. 8 mois de préparation dans la dernière phase, évidemment, générale, avec une introduction de drones et armes de précision en Iran, introduction de véhicules et surtout de commandos. Ça veut dire des hommes qui sont allés sur le terrain. On peut le voir en images. Alors, les hommes, ils sont floutés, et on ne voit pas évidemment le matériel, mais on imagine, général, que c'est le matériel qui leur a permis de contrôler les drones. On imagine qu'il s'agit d'hommes qui appartiennent à un corps d'élite pour mener une telle opération. Oui, alors d'abord, les Israéliens, ils ont une longue tradition d'infiltrer tout le monde autour d'eux. Il y a beaucoup d'Israéliens d'origine iranienne qui ont des familles, etc. Donc ils ont des points de... et tout le monde en Iran n'est pas forcément favorable au régime. Donc, sans dire qu'ils opèrent comme un poisson dans l'eau, le Mossad doit opérer avec sans doute la même liberté de manœuvre que les Ukrainiens en Russie, en fait. Donc il ne faut pas se faire prendre aux pattes, mais tout le monde ne leur est pas hostile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent ces images. Ils veulent montrer ça met la pression sur le régime iranien. Et ce sont des images fournies par le Mossad. On est partout. Oui. On a toujours été là. Quand ils disent depuis 8 mois, alors depuis 8 mois, ils ont peut-être ramené tel drone, un modèle particulier, mais entre guillemets, de tout temps, ils y ont été. Donc, ils y sont. Donc là, je pense que ça fait partie de leur communication, peut-être à l'égard de la population, de dire nous sommes partout, en fait. Oui, vous faisiez le parallèle très juste avec ce qui se passe aussi sur le front ukrainien. On voit dans cette autre vidéo toujours fournie par les services de renseignement israéliens qu'une fois qu'ils ont évidemment localisé, identifié leur cible, ils peuvent lancer leur drone kamikaze. Et justement, on va rebondir sur cette opération extrêmement précise. On continue, général, avec Raphaël Jérusalemi qui est connecté, qui est avec nous. Merci d'être en direct dans le grand dossier, ancien officier du renseignement militaire israélien. Le général Yakovlev le disait, le Mossad est capable de mener des opérations d'infiltration extrêmement complexes. Là, c'est une opération de haute volée. Comment on monte de telles attaques ? Alors le principal, c'est effectivement l'infiltration. Ici, il s'agit d'infiltration de personnel, donc de commandos, de saboteurs, pour tout dire, mais aussi d'infiltration de matériel, car il y a du matériel qui doit être sur place pour bien fonctionner. Alors on parle des drones, bien sûr, et même d'une usine de drones sur le sol iranien qui rappelle l'usine des drones ukrainienne sur le sol russe, mais également des machines électroniques, par exemple des brouilleurs, qui brouillent les ondes radar,
des moyens de télécommunication qui permettent soit de brouiller les communications de l'armée iranienne, soit même de lancer de faux messages. Comme l'a rappelé le général Yakovlev, beaucoup d'Israéliens sont d'origine iranienne, ont parlé à la maison le perse comme langue maternelle et peuvent très facilement, d'ailleurs d'Israël, mais pas toujours, il faut parfois être sur le terrain pour avoir lancé de faux messages qui sèment tout simplement la débandade dans l'armée iranienne en jouant des rôles de chefs iraniens et en racontant des choses complètement qui désarçonnent en fait les troupes. Il y a beaucoup de coups bas comme ça à faire. N'oublions pas qu'il y a un autre niveau d'infiltration beaucoup plus important dans un autre sens, c'est l'infiltration à haut niveau hiérarchique du haut commandement des gardiens de la Révolution et même de l'administration iranienne civile et politique. Il y a donc des agents infiltrés. On le sait, les ayatollahs ne dorment pas sur leurs deux oreilles, ils se méfient, tout le monde se méfie de tout le monde. Il y a eu plusieurs chasses aux sorcières dans l'espoir de dénicher qui étaient les agents du Mossad ou les collaborateurs avec le Mossad, car certains, il y a des complicités locales, il y a pour de l'argent, par idéologie, il y a quand même une énorme opposition en Iran au régime des mollahs. On peut recruter parmi les ouvriers, les paysans, les balouches, les Kurdes, et j'en passe. Énormément de gens ont des comptes à régler avec le régime des mollahs. Donc tout cela mis ensemble, effectivement, donne une présence importante des intérêts israéliens sur le sol iranien, au nez et à la barbe des Iraniens. Raphaël Jérusalemi, vous restez avec nous. Antoine Basbous, Israël vient de porter un coup cinglant, vraiment, à Téhéran avec une telle attaque. C'est vrai que c'est très dur pour les Iraniens de voir 9 scientifiques chargés du programme nucléaire assassinés, une vingtaine de généraux qui sont neutralisés, dont les plus illustres, chefs des passes d'arrange, chefs de l'armée, plusieurs patrons de base. Et en même temps, on a vu que Natanz était grièvement touché, la centrale nucléaire, plus 3 autres qui ont été touchés à de degrés différents. Bref, c'est une frappe qui a été portée sur l'Iran, très dure, et le régime est sonné. L'ayatollah Khamenei a nommé des remplaçants pour tout ce beau monde, mais je crois que le moral n'est pas au plus haut. Je pense, vous parlez tout à l'heure des Israéliens et de leur infiltration. Ils l'ont fait depuis toujours. Mais je crois que la base arrière du Mossad, c'est l'Azerbaïdjan. Rappelez-vous qu'en mai dernier, Raïssi, le président à l'époque, rentrait d'Azerbaïdjan, de la frontière pour inaugurer un barrage. Et c'est là que son avion s'est crashé. Je ne sais pas quelle était la main qui a fait sauter cet avion, mais il y a entre Israël et l'Azerbaïdjan une alliance très importante que les Arméniens ont payé cher, parce que l'Azerbaïdjan, c'est la connexion entre la Turquie et Israël. Israël achète du pétrole en Azerbaïdjan et fournit du matériel extrêmement sophistiqué, des drones, du Pegasus et plein d'armements sophistiqués. Bref, le Mossad avait exfiltré l'archive nucléaire iranien à travers l'Azerbaïdjan il y a une dizaine d'années. Donc voilà, c'est probablement que l'Azerbaïdjan a servi de base arrière à cette opération qui, on n'est même pas 20 heures après, on est en train de parler de cette opération, mais on n'en sait pas grand-chose pour le moment. Bien sûr, car l'opération, elle est toujours en cours. Les frappes continuent, nous dit-on. Magali Barthès, bonsoir. Vous nous avez rejoint, notre éditorialiste international sur LCI. Vous qui êtes une spécialiste de ces questions, c'est du jamais vu ce soir. Mais c'est vrai que ce degré d'infiltration, là, c'est vrai que l'opération est magistrale, mais on la connaissait. Et pour poursuivre sur ce que disait Antoine, rappelons que en juillet dernier, le 31 juillet dernier, Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, est à Téhéran, justement pour les funérailles du président iranien Raïssi, et qu'il est éliminé dans un attentat extrêmement ciblé. S'ensuit une purge
à la tête justement du régime des Mollahs, parce que la paranoïa grandit. Qui est infiltré? Qui est avec Israël? Oui. Et là, on a ce second round, j'ai envie de dire, où l'on voit l'ampleur justement de l'infiltration. Et je trouve que ces vidéos qui sont diffusées par le Mossad sont là vraiment pour justement encourager cette paranoïa du régime. Soi-disant, les Israéliens sont partout, le Mossad est partout à infiltrer toutes les sphères du régime. C'est ça le message que les Israéliens cherchent à faire passer, en espérant maintenant la réaction aussi de la population. Ça va être très intéressant de suivre. Il faut voir s'il y a une réaction de la population iranienne. Gallagher. En fait, en élargissant un petit peu, moi j'ai été fasciné par la première carte dont vous êtes parti tout à l'heure quand vous étiez avec le général Yakovlev au tableau pour procéder à cette analyse opérationnelle et militaire. Quand vous la regardez, cette carte, la première chose qui frappe, c'est la petitesse, l'étroitesse du territoire israélien par rapport au reste de la région et notamment celui de l'Iran. Si vous envisagez cette région comme une espèce de copropriété, dites-vous que celui qui a le moins de tantième est au final le plus puissant, et de très loin, et par rapport aujourd'hui à la totalité de ses voisins. Et donc, de la réponse iranienne, à mon sens, va dépendre en grande partie la manière dont nous allons pouvoir qualifier l'ère dans laquelle nous allons rentrer. Soit il y a une suprématie absolument indiscutable d'Israël, soit va y avoir autre chose. Et c'est pour ça que Magali, à très juste titre, parlait de la réaction de la population. Moi, je parlerai de la réaction des populations. Dites-vous que les Saoudiens, les Émiriens, tous les habitants de la péninsule, tout le monde dans la région craignait ce moment depuis très longtemps. Il est désormais là. Soit c'est une explosion, une implosion, soit c'est une suprématie indiscutable et tout le monde se tait. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est, à force d'enchaîner des victoires tactiques, qu'est-ce qu'Israël fait pour convertir cela en victoire stratégique? La stratégie, c'est l'architecture, la tactique, c'est la maçonnerie. Donc, soit celui qui a le moins de tantième, il continue de faire régner la terreur au sein de la copropriété, soit il s'assit avec les autres membres de la copropriété, il leur dit, écoutez, les règles de vivre ensemble ont changé, voilà comment nous allons coexister. Ou alors l'autre option, ils vont continuer, ils s'auto-condamnent à devoir continuer de tabasser, de décapiter très régulièrement ce qu'il y a autour d'eux, me semble-t-il. Je vais rebondir avant de vous entendre Antoine Basbous avec Raphaël Jérusalemi, ex-officier du renseignement militaire israélien. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on regarde ensemble cette image de Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, hier à Jérusalem, qui a déposé ce message au mur des lamentations. Vous le savez, c'est ce site de prière sacrée pour les Juifs. On écrit son souhait sur un papier en espérant qu'il se réalise. On est censé le garder secret. Là, il l'a publié. Comme un lionceau, il se levera et comme un lion, il se dressera. Raphaël Jérusalemi, l'opération est lancée, elle continue. Et maintenant ? Eh bien, maintenant, nous avons effectivement à attendre quelle sera la riposte iranienne. Monsieur Gallagher parle d'un petit copropriétaire. Mais le petit copropriétaire va recevoir peut-être le même appui qu'il a eu lors de l'offensive précédente iranienne contre Israël, c'est-à-dire une coalition internationale. Les Jordaniens ont aidé ce matin à détourner des drones venant d'Iran. Certains pays du Proche-Orient sont très très contents de voir le régime des ayatollahs affaibli, et même la Turquie, puisque c'est le rival principal des Turcs pour l'hégémonie sur l'islam et pour le contrôle de la nouvelle Syrie. Et puis nous savons maintenant que plusieurs destroyers américains font route vers les côtes d'Israël pour assurer une meilleure défense antiaérienne. Il se pourrait très fort que la coalition en mer Rouge, britannique, française et américaine, reprenne du poil de la bête si les Houthis menaçaient d'appuyer les Iraniens. Donc il y a ici une possibilité d'une coalition plus large et pas seulement d'Israël tout seul. Je m'étonne tout de même d'entendre sur un plateau de télévision professionnel que Israël tabasse et qu'Israël est le terroriste. Je pense, si je ne m'abuse, que on n'a jamais dit qu'Israël était le terroriste. Je vais être très très précise. Tabasser, c'est une expression militaire. On parle de frappe.
semer la terreur. De toute façon, c'est des mots qui ne sont pas très professionnels. Moi, je vais me contenter de la sécurité. Je pense qu'Israël a un effet stabilisateur sur le Proche-Orient. Beaucoup de conflits larvés, par exemple entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, prennent fin grâce à cette intervention israélienne. Au Liban, au Sud-Liban, nous avons renforcé le gouvernement libanais qui aujourd'hui peut se permettre, et l'a fait, d'exiger du Hezbollah de se tenir quoi, de ne pas intervenir. Le Hezbollah aurait pu intervenir aujourd'hui contre Israël. En Syrie, nous sommes en pourparlers avec le nouveau dirigeant Al-Jolani. Dans l'ensemble, il y a un effet stabilisateur et une nouvelle équation stratégique au Proche-Orient. Une nouvelle équation ce soir, on l'a parfaitement compris. Téhéran promet de faire regretter à Israël son attaque massive. Nous partirons justement en Iran dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Israël, Iran, la guerre est déclarée ». C'est la question que nous posons. Téhéran promet de faire regretter à Israël son attaque massive qu'elle considère comme une déclaration de guerre. L'État hébreu se barricade et s'attend à des représailles à l'échelle de l'attaque qu'elle vient de mener. Nous retrouverons notre correspondant Siavosh Ghazi en Iran dans un instant. Bonsoir Siavosh Ghazi. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, 3 jours après le drame de Nogent, une marche blanche aura lieu à 18h. Une marche en mémoire de Mélanie, cette surveillante tuée à coups de couteau par un collégien de 14 ans. Elle partira du collège de Françoise Dolto où elle travaillait. Le collégien a quant à lui été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Dans l'actualité également, cette vigilance orange aux orages étendue désormais à 28 départements. Le nord et le sud-ouest de la France sont particulièrement concernés, vous le voyez. Une alerte qui suit les fortes chaleurs de ces derniers jours. Prudence donc si vous habitez ces départements. 24 heures après le crash d'un Boeing en Inde qui a fait au moins 265 morts, les enquêteurs annoncent avoir retrouvé l'une des 2 boîtes noires de l'appareil. L'avion s'est écrasé hier, moins d'1 minute seulement après son décollage. Le chef du gouvernement, Narendra Modi, s'est rendu ce matin auprès des blessés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question. Israël, Iran, la guerre est déclarée. L'Iran promet de faire regretter à Israël une attaque sans précédent qu'elle considère comme une déclaration de guerre. Partons tout de suite à Téhéran, retrouver notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh Ghazi, le régime iranien est bien décidé à se venger. Alors oui, si on croit les différentes déclarations des responsables iraniens, ce matin le guide suprême et puis ensuite d'autres responsables, notamment le président iranien, mais aussi donc différents responsables militaires ont tous affirmé que l'Iran allait répondre, devait répondre et n'avait pas le choix que de répondre à cette vaste attaque qui a été menée par Israël contre l'Iran, qui a visé non seulement des responsables militaires du régime, mais aussi des scientifiques nucléaires et également le site d'enregistrement de Natanz, mais aussi un peu partout dans le pays des installations militaires, des aéroports, par exemple à Tabriz, comme cela a été le cas cet après-midi encore. Donc l'Iran se dit donc obligé de répondre. Est-ce que Téhéran va avoir les moyens de le faire ou pas? C'est toute la question, puisque par exemple le chef des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major des forces armées ont été tués, mais surtout le chef du programme balistique de Téhéran, le général Hajizadeh, donc qui avait dirigé personnellement les attaques de l'Iran contre Israël il y a quelques mois, lui également et plusieurs de ses camarades et commandants ont été tués également dans cette série d'attaques. Et donc, est-ce que l'Iran a les moyens de lancer de nouveau par exemple plusieurs centaines de missiles contre Israël? C'est toute la question qu'on se pose, puisque par exemple des bases de lancement de missiles ont également et visiblement été touchées par la vaste opération qui a été menée par Israël.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi pour ces toutes dernières informations en direct de Téhéran. Avant de parler précisément des cibles nucléaires iraniennes, car ce soir une ligne rouge a été franchie depuis que Israël pour la première fois a frappé des installations nucléaires en Iran. L'opération israélienne visait aussi, je cite, à décapiter des hauts gradés. Au moins 20 hauts commandants iraniens ont été tués vendredi dans les frappes israéliennes contre l'Iran. C'est ce que déclarent des sources régionales à Reuters. Quelles étaient les cibles neutralisées? Regardons ensemble les cibles d'Israël. Alors, 2 dirigeants des gardiens de la révolution ont été tués, dont son chef, le général Hossein Salami, et le général Gholam Ali Rachid, haut commandant des gardiens de la révolution, une éminence scientifique du programme nucléaire iranien, donc c'est une cible éminemment stratégique, ancien directeur de l'Organisation de l'énergie atomique, et enfin Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes. Ils ont frappé un grand coup. Général, qu'est-ce que ça change que ces hauts gradés aient été éliminés? Alors, étant un ancien général moi-même, je peux dire que ça change pas grand-chose, parce qu'un général, c'est consommable, ça se remplace. Vous êtes trop modeste, général. Donc ils en trouveront d'autres. Maintenant, forcément, il y a le symbole. Ce sont quand même des gens qui avaient une légitimité dans leur propre système. Donc décapiter, tuer un chef dans une bataille, ça change le sort de la bataille. Tuer un général là, si j'ose dire, en position administrative, c'est au-delà du symbole, de la complication pour le régime de trouver un remplaçant, etc. C'est pas rien, le chef des gardiens de la Révolution. Non, c'est pas rien. Je veux dire, si en France, notre vénéré chef d'état-major des armées, le patron de la délégation générale à l'armement était dessoudé, je veux dire, ça secourait, mais le système continue. Vous voyez, et en particulier le ciblage là. Le ciblage, il est fait depuis longtemps. Donc après, il y a la question de on y va ou pas. Maintenant, je doute qu'ils fassent une grande louche ce soir, parce que je suppose qu'ils s'attendent à une deuxième vague israélienne, et c'est pas le moment d'opérer des missiles, d'aller les mettre en batterie, d'allumer un certain nombre de systèmes quand vous avez toute l'armée de l'air israélienne au-dessus de la tête. Ça serait ballot de leur part, à mon avis. Antoine Basbous, à votre avis, pourquoi Ali Khamenei n'a pas été visé? Quel était le but de cette opération? Écoutez, 20 heures après l'opération, il est trop tôt de pouvoir répondre à de telles questions. Et puis, est-ce que le Mossad savait où il se trouvait? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il a changé d'abri? Je l'ignore. En tout cas, si pour les généraux de l'armée, ils sont consommables, comme dit le général Yakovlev, en revanche, les scientifiques du programme nucléaire ne le sont pas. Alors, quand vous détruisez les installations, quand vous tuez les chefs, eh bien, le programme est tout au moins ralenti. Quand les centrifugeuses nouvelle génération, 6e génération sont touchées, elles sont neutralisées, eh bien c'est le programme qui est retardé. Donc là, au moins, il y a un effet très connu. Gallagher. J'aime beaucoup votre question, et donc j'essaie d'y réfléchir en temps réel, parce que je ne m'étais pas posé cette question alors qu'on se la pose régulièrement. C'est compliqué, concernant... l'opération vient d'être lancée, elle est toujours en cours, on précise. On se la pose régulièrement concernant les velléités d'assassinat des Russes vis-à-vis de Zelensky. On a produit un certain nombre d'éléments. Donc vous avez en réalité, je crois, 2 grandes options, me semble-t-il. La première, il est mieux protégé et mieux caché que l'album Panini du haut du régime que vous avez projeté à l'écran tout à l'heure, avec chef d'état-major, chef des gardiens de la Révolution et d'autres personnages chefs du programme atomique. Ou alors, les Israéliens décident de le laisser en vie, peut-être parce qu'ils estiment que c'est par lui que le changement, une sorte de changement ou de réorientation pourrait venir, et que l'éliminer n'entraînerait qu'une réaction qui pourrait compliquer encore l'équation. Ou alors, vous savez que Donald Trump et Benjamin Netanyahu se parlent beaucoup cette semaine. Ils se sont parlé lundi. On apprend par la presse israélienne qu'ils se sont parlé hier jeudi. Ils vont se reparler aujourd'hui. Donc il y a quand même un certain
paramétrage. Et en vous disant cela, je réponds aussi à une question que vous ne nous avez pas posée, à savoir, est-ce que les Américains ont coordonné, aidé, avalisé ? On va y venir, Gallagher. Je trouve assez... Un premier élément peut-être déjà assez comique de s'imaginer que non. Je veux dire, qu'ils ne passent pas, ne demandent pas le feu vert des Américains pour éliminer Mohamed Sinwar, ça me choque et ça me surprend pas du tout. En revanche, avant de s'attaquer à ce qui était l'hégémon régional, sans parler du matériel, etc., ça se fait avec du matériel américain. Je pense qu'en revanche, on sous-estime l'autonomie opérationnelle israélienne au-dessus de l'Iran, et je crois notamment, je dis bien je crois, que les Israéliens qui ont multiplié les raids contre le Yémen et Hodeidah, quand vous prenez votre double décimètre et que vous mesurez la distance, ils ne parlent pas de Tel Aviv, mais vous prenez Tel Aviv, Hodeidah, et ensuite vous prenez Tel Aviv vers Isfahan, Fordo, Natanz, etc., c'est pas beaucoup plus loin. Donc sans passer par l'Azerbaïdjan, il y a une allonge israélienne qui est réelle. Sur les avions ravitailleurs, est-ce que les Américains leur disent « c'est à vous, vous le faites piloter par vos gars », on ferme les yeux, c'est une possibilité. Donc c'est un moment qui, encore une fois, et j'enfonce une porte ouverte en le disant, qui est cristallin. J'aime beaucoup ce qu'Antoine Basbous a dit. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour commencer à plaquer des schémas définitifs sur ce moment qui, par définition, est extrêmement volatile. Général, oui, du coup, je me permets, et je rebondis sur ce que disait Gallagher. J'ai une question pour vous, Antoine. C'est, puisqu'on parlait de Khamenei, quelle est votre opinion sur s'il avait été dessoudé ou s'il est dessoudé cette nuit, est-ce que ça déstabiliserait profondément le régime? Quel serait l'impact? Est-ce que ça serait la crise, vous voyez, d'un coup la crise morale? Là, Khamenei, c'est le deuxième chef de la République islamique après Khomeini. C'est la clé de voûte de toutes les institutions. Il est vieux, il est malade, il se fait traiter, et je pense que si jamais les Américains ont été consultés là-dessus, ils diraient non, ne le touchez pas, parce que qui va gérer l'éclatement, le chaos en Iran? Parce que l'Iran, c'est pas une seule nation, c'est un agglomérat de nations. Vous avez les Baloutches, les Kurdes, les Azéris, les Arabes, bref, il y a la colonne vertébrale perse. Mais si jamais Khamenei disparaissait brutalement, qui prendrait le relais? Son fils? Et c'est son fils. Il n'a pas la légitimité religieuse, bien qu'il ait été upgradé, promu dans la hiérarchie religieuse chiite. Donc c'est, à mon avis, la crainte d'un chaos qui ne sera pas gérable pour les Américains que Khamenei a été probablement épargné. Permettez-moi d'accueillir Sylvie Berman, bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie, en Chine, en Angleterre. On a très envie de vous entendre sur les conséquences de cette attaque sans précédent menée par Israël. Mais d'abord, écoutons Benyamin Netanyahou qui assume d'avoir frappé au cœur du programme iranien d'enrichissement d'uranium, étape préalable à la fabrication d'une bombe atomique. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé au cœur du programme d'armement nucléaire de l'Iran. Nous avons pris pour cible la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous avons visé les principaux scientifiques nucléaires iraniens travaillant sur la bombe iranienne. Nous avons également frappé le cœur du programme de missiles balistiques de l'Iran. Alors allons plus loin justement avec vous, Général Yakovlev, car le conflit entre Israël et l'Iran vient de basculer avec ces frappes menées sur des sites nucléaires iraniens. Pour bien comprendre, voici une première carte avec tous les sites, si je puis dire, connus en Iran, que ce soit les réacteurs nucléaires en verre, notamment à Téhéran, qui a été visé par l'attaque lancée aujourd'hui, que ce soit les mines d'uranium qui sont représentées ici en bleu, mais ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est Natanz, le site qui est ici en rouge, parce que c'est le principal site nucléaire iranien. Le site n'est pas caché, évidemment tout le monde sait où il se trouve. L'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz. Alors là, ce sont les images du site avant les frappes. Et on va regarder les images du site après,
Israël revendique la destruction partielle du site. Vous voyez les images qui sont impressionnantes, hein, et on va voir également les premières images satellites de ce qui reste de Natanz, et on voit, regardez la fumée noire, on voit très clairement que les bâtiments ont été touchés. Et on va vous emmener dans les souterrains, parce que évidemment c'est l'endroit le plus stratégique. L'attaque a détruit la section souterraine du complexe qui abritait une salle d'enrichissement à multi-niveaux, hein, avec des salles électriques, avec des infrastructures de soutien et surtout avec une salle que l'on va découvrir juste après, qui contient les fameuses centrifugeuses. Regardez, là, c'est le point évidemment stratégique qui a été touché par Israël. Général, comment les Israéliens ont-ils réussi à frapper en profondeur de cette manière? En réalité, je suis sceptique. Ah, dites-nous pourquoi. Sceptique. Alors, je ne suis pas dans le targeting, j'y étais pas, donc vous voyez ce que je veux dire. Il y aura des experts qui diront, ils racontent que des conneries comme d'habitude. Mais sur le fond, ce qu'on voit, par exemple, une des premières images, c'était toute l'alimentation électrique. Vous savez, tout le tableau électrique. On le revoit là. Ça, c'est apparent, c'est facile à détruire et ça retarde le programme parce qu'il faut le rebrancher. Maintenant, quand vous demandez à des ingénieurs ukrainiens de vous rebrancher ce genre de tableau, en 48 heures, ils le font. Donc, les Iraniens peuvent le faire aussi. Alors, peut-être. Hein. Si c'est pas touché en profondeur. Ça ressemble plus à une salle de sport ou peut-être un masque pour un accès. Mais avoir creusé des trous dans le truc central, c'est pas ce que j'ai lu par ailleurs. Voilà, j'ai un doute. Donc ils ont bien sûr qu'ils ont fait des dégâts à Natanz, que Natanz va pas, c'est pas demain qu'ils vont reprendre le programme en chantant. Maintenant, c'est un retard de je sais pas quelques mois. Moi, j'ai le sentiment qu'ils vont y revenir à Natanz. Je doute qu'ils aient fini le travail. Ah ils l'ont dit, l'opération, elle n'est pas terminée. Le jour où vous aurez des photos, vous savez, dans cette esplanade centrale, et que là, on verra des trous, des cratères, 12 cratères, on se dira, là, ok, ils sont allés jusqu'au bout. On peut préciser avec les images d'archives ce que, évidemment, Israël avait en tête, quelle était sa cible en frappant aujourd'hui le site d'enrichissement d'uranium. C'est ça. Ces images-là, c'est pas. Alors, il y a des images d'archives, mais tout leur truc où on rentre dans le truc, ça me fait penser beaucoup à tout ce qu'ils disaient sur Gaza, l'infrastructure souterraine de Gaza, sauf qu'une fois qu'ils y sont allés, bizarrement, ils n'ont pas ramené d'images montrant que leur vision 3D était correcte. Souvenez-vous de l'hôpital de Gaza, qui soi-disant était assis sur 6 étages de je sais pas quoi, qu'on n'a pas vu. Donc, je crois qu'ils ont l'intention d'y retourner pour continuer à faire des trous dans cette espèce d'esplanade centrale, pour atteindre ces salles-là. À titre personnel, je doute qu'ils y soient arrivés, mais je dis ça, moi, depuis un plateau télé à Paris, et sans que personne m'ait donné... non, mais on est très prudent, et votre modestie vous honore, Général, on continue ce débat. Parce qu'en tout cas, pour l'instant, Téhéran n'a pas réagi, justement, sur l'ampleur des dégâts sur le site de Natanz. On peut regarder où ils en sont, Sylvie Berman, parce que le but d'Israël, c'est d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique. 60% d'uranium enrichi. Il en faut 90% pour fabriquer une bombe. Et on voit plus de 400 kilos d'uranium enrichi. C'est l'équivalent de 9 bombes. Sylvie Berman. Oui, en fait, ça fait des années que les Israéliens ont assuré que jamais ils n'accepteraient que l'Iran ait la bombe et qu'effectivement ils frapperaient avant. Alors après, c'est leur analyse et leur source d'information. Ils considéraient que l'Iran était proche du seuil. Bon, c'est peut-être pas totalement le cas, mais l'AIEA venait de dénoncer la politique d'enrichissement de l'Iran pour la toute première fois. Parce que jusque-là, ils savaient qu'ils poursuivaient l'enrichissement, mais pas à des niveaux tels qu'ils pouvaient acquérir la bombe. Donc, Israël avait été très clair sur le sujet. Maintenant, on disait que c'était pas possible de frapper en profondeur sans le soutien et même la participation américaine. En fait, c'est faux.
ils peuvent neutraliser, à défaut de détruire entièrement. Ça reste à voir, parce qu'ils ont annoncé que ça pourrait durer encore une semaine ou 15 jours. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils l'ont fait à un moment où les Américains poursuivaient la négociation pour essayer d'obtenir tout simplement la reprise de l'accord que Donald Trump avait dénoncé, parce que ça avait été obtenu sous Obama et que nécessairement ce n'était pas bon, alors que ça permettait une vérification continue de l'AIEA. Et d'ailleurs, il a dit après les frappes qu'il n'avait pas abandonné l'option diplomatique. Donc en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que l'Iran est aussi très affaibli. Elle l'était déjà après les premières frappes israéliennes il y a quelques mois, et là, a fortiori, avec l'assassinat du gardien de la Révolution et d'autres membres, plus le chef d'état-major et plus ces scientifiques. Alors, je précise qu'Israël, ce soir, s'inquiète. Je vous le disais, que l'État hébreu est en train de se barricader. Israël a décidé de déployer des réservistes dans tout le pays, et Benyamin Netanyahou vient de faire cette déclaration. Nous nous attendons à être exposés à plusieurs vagues d'attaques iraniennes. Voilà ce que dit le chef du gouvernement israélien ce soir. L'État hébreu a raison de se préparer, car Téhéran a déjà promis de faire regretter à Israël son attaque. Écoutons. Et vous les croyez ? C'est un acte ignoble qui viole toutes les règles du droit international et montre encore une fois la nature criminelle du régime sioniste. Un régime dont l'existence se base sur l'occupation, l'agression et le meurtre d'enfants. Vous partez à 50. Kadi, bonsoir, vous nous avez rejoint. On l'a entendu, l'Iran promet des représailles, mais quelle est sa capacité de riposte ? Alors difficile évidemment d'obtenir des informations précises. Bon, j'ai mené ma petite enquête, en tout cas sur le montant du budget de la défense. Les dernières connues, elles remontent à il y a 2 ans. Alors on découvre que les dépenses militaires de l'Iran en 2023, elles sont élevées, vous allez voir, à plus de 10 milliards de dollars. Attention, ici on ne compte pas tout ce qui concerne les dépenses pour les gardiens de la Révolution. À titre de comparaison, pour Israël, c'est 4 fois plus, vous voyez, 46 milliards de dollars. Ceci étant dit, la capacité de l'Iran à riposter aux attaques contre Israël, elle va dépendre en grande partie en fait de sa force de missiles balistiques. Ici, vous allez voir la présentation justement d'une nouvelle version de missiles balistiques hypersoniques qui avait été présentée au guide suprême Ali Khamenei. Là, nous sommes fin 2023 et on a pu donc consulter un rapport très intéressant, le rapport Military Balance 2025. Il est issu de l'Institut international d'études stratégiques qui fait référence en la matière et qui nous dit, regardez, que la force aérospatiale du corps des gardiens de la Révolution islamique possède plus de 100 lanceurs de missiles balistiques capables d'envoyer des projectiles directement pour frapper Israël. Par ailleurs, ce document précise que les missiles balistiques tirés depuis l'Iran peuvent atteindre Israël en 15 minutes environ. Et alors, les experts, ils estiment que l'Iran dispose de l'un des arsenaux de missiles balistiques les plus importants du Moyen-Orient, avec notamment la capacité de lancer jusqu'à 200 missiles simultanément. Alors, il faut noter dans ce même rapport que le talon d'Achille de l'Iran, de l'Iran, c'est l'armée de l'air justement iranienne, qui dispose certes de 265 avions de combat, mais ils sont très vieillissants. Ce sont des appareils qui datent, selon ce rapport, de la guerre froide et qui nécessiteraient apparemment un ravitaillement en vol pour atteindre Israël. Ceci dit, n'oublions quand même pas que l'Iran a développé aussi des drones, on en a beaucoup parlé, pour compléter et pour justement redoubler sa capacité à mener des attaques à longue distance, à Marie-Aline. Extrêmement intéressant, Kadi, je rebondis avec vous, Antoine Bazbous. La capacité de riposte de l'Iran, quelle est-elle ? La riposte verbale ne coûte rien. Et à chaque fois, ils disent, vous allez voir ce que vous allez voir, le moment venu, nous allons riposter, nous n'allons pas laisser ça sans riposte. Mais à vrai dire, ils ont des drones, ils les ont vendus à la Russie, ils ont construit même une usine en Russie pour frapper, pour alimenter l'armée russe de drones pour attaquer l'Ukraine. Ils ont des missiles balistiques, les plus performants ont été testés depuis le Yémen, parce que c'est la même distance, 2000 km entre le Yémen chez les Houthis et Israël. Mais il y a un seul missile balistique yéménite, iranien, de fabrication iranienne, qui a atterri à côté de l'aéroport de Tel Aviv, de Ben Gurion, et qui a tué une personne. Mais les autres ont été interceptés. Donc,
Aujourd'hui, on va voir ce qui va arriver, mais ils ne peuvent pas ne pas riposter. C'est une humiliation suprême. Tous ces gens qui ont été éliminés aujourd'hui avaient promis à Israël la destruction, comment dirais-je, tout ce qui est abominable, c'est le petit serpent à côté du grand serpent. Bref, l'Iran ne peut pas rester les bras croisés, mais il n'a pas vraiment des capacités qui puissent faire mal à Israël, ce petit territoire qui est à 2000 km de ses frontières. C'est un fait. Et pourtant, ce soir, on a bien compris que le monde retient son souffle. Donald Trump, qui affirme ne pas avoir été informé, que les Américains n'étaient pas impliqués dans l'attaque, réunit en ce moment son Conseil de sécurité nationale et doit prendre la parole à l'instar d'Emmanuel Macron ce soir. Le point de non-retour a-t-il été atteint? C'est ce que nous verrons dans un instant. À tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier sur LCI, Canal 15, consacré ce soir à cette question. Israël, Iran, la guerre est déclarée. Ce soir, le monde retient son souffle. L'agence de l'énergie atomique annonce se réunir en urgence lundi après les frappes israéliennes qui ont touché le territoire iranien et notamment pour la première fois des installations nucléaires. Donald Trump réunit son Conseil de sécurité nationale et doit prendre la parole à l'instar d'Emmanuel Macron que nous écouterons dans quelques minutes. Regardez l'ensemble des réactions. D'abord celle du président américain, je vous le disais, j'ai donné à l'Iran toutes les chances de conclure un accord. Je leur ai dit avec les mots les plus durs de le faire, mais ils n'y sont pas parvenus. Je leur ai dit que ce serait bien, pire que tout ce qu'ils ont pu connaître. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien, plus de morts, plus de destruction. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Voilà l'avertissement des États-Unis. La Russie alliée de l'Iran, qui se dit préoccupée et condamne l'escalade brutale des tensions, tandis que la Turquie estime que la communauté internationale doit mettre fin au banditisme israélien, je cite, qui cible la stabilité mondiale et régionale. Partons aux États-Unis, retrouver notre correspondant Thierry Coiffier. Bonsoir Thierry. Les Américains assurent ne pas être impliqués dans l'attaque et Donald Trump, je le disais, réunit ce soir son Conseil de sécurité nationale. Tout à fait. Il y a eu un changement de ton, j'allais dire, entre hier soir et ce communiqué du secrétaire d'État Marco Rubio qui disait, en effet, vous avez raison Marie-Aline, que les États-Unis n'étaient en rien impliqués dans cette offensive israélienne, que c'était une action unilatérale. Et puis il y a eu ce matin, toute la matinée, des confidences, des communications de Donald Trump, notamment via son réseau Truth Social. Vous en avez cité une partie, vous avez bien fait parce que c'est un message très important. Vous parliez d'avertissement, il s'agit quasiment de menaces, puisque dans ce même message, Donald Trump parle de nouvelles attaques d'ores et déjà planifiées qui pourraient être encore plus brutales. Il parle d'officiels iraniens qui ont joué les durs, qui ont parlé avec bravoure, mais qui sont tous morts maintenant. Donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait raccord, j'allais dire, avec les déclarations du secrétaire d'État hier. Il y a une autre confirmation, c'est que Donald Trump était bel et bien au courant, informé. Il y a eu plusieurs appels téléphoniques avec Benjamin Netanyahou hier en amont donc de cette vaste offensive israélienne. Et puis vous l'avez dit, Marie-Line, en ce moment est réuni le Conseil de sécurité nationale dans cette fameuse Situation Room de la Maison Blanche, de la White House, où il doit y avoir un thème principal, celui de la sécurité des troupes américaines au Proche et Moyen-Orient, en réaction peut-être à d'éventuelles représailles iraniennes, parce que l'hypothèse n'est pas du tout à exclure. Elles sont nombreuses, ces troupes, entre 40 et 50 000 soldats, avec de nombreuses bases, Qatar, Koweït, tout cela à moins de 300 km de l'Iran. Et il y aura une communication très certainement à l'issue de ce Conseil. Merci beaucoup Thierry Coiffier pour ces toutes dernières informations en direct de New York ce soir. Merci beaucoup. Le président américain avait publiquement exhorté Israël à ne pas effectuer ces frappes quelques heures avant leur déroulement. Général, comment vous analysez ce qui s'est passé? Israël et les États-Unis savaient, mais ont laissé faire, n'ont pas pu agir, n'ont pas voulu?
D'abord, ils savaient parce que ils savent tout ce qui est dans la situation aérienne sur place, et ils auraient pu l'arrêter. Ils auraient dit aux Israéliens, alors ils auraient pu l'arrêter, je m'entends. Ils auraient dit le premier on le flingue, ok. S'ils avaient parlé comme ça à Israël, Israël aurait pas pris ce risque. Donc ils savaient ce qui se passait. Quand ils ont démarré leurs avions, ils le savaient. Quand ils ont décollé, ils le savaient. Donc ils ont l'information en temps réel. Ils ont laissé faire. Techniquement parlant, ça les rend complices. Vous pensez que Netanyahou n'aurait pas osé mener une attaque sous Joe Biden par cette attaque? Il aurait, pour dire aux Israéliens, vous ne le ferez pas, il aurait fallu un langage d'une extrême fermeté avec la menace, soit de leur tirer dessus, au passage, comme ça vous ferez pas votre attaque, soit, quand vous aurez une vague retour, on vous laissera vous débrouiller tout seul avec leurs missiles. Vous voyez, c'est pas le discours que Trump va tenir crédiblement à Netanyahou, et Biden non plus, soyons honnêtes. Les Américains n'en sont pas à faire la guerre aux Israéliens pour empêcher les Israéliens d'aller faire la guerre aux Iraniens. Mais là, quand Trump dit « j'étais pas au courant », les bras m'en tombent, quoi. Comme on dit, non, ils sont forcément au courant. Sylvie Bermann. Oui, mais je crois qu'il a raison de nier. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, il n'en est pas un mensonge près. Puis là, c'est un mensonge diplomatique. Oui. De toute façon, bien évidemment qu'ils informent les Américains, ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'à partir du moment où il y aurait des représailles iraniennes, ils auront besoin des Américains. Donc, oui, bien sûr, ils les ont prévenus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont demandé une autorisation. Mais finalement, ça peut aider Trump aussi. Parce que comme finalement, il n'aboutit pas sur le plan diplomatique, on a parlé à un moment de paix par la force, en tout cas pour l'Ukraine, bien, il se peut que, effectivement, ces frappes israéliennes permettent ensuite de reprendre la négociation avec un Iran un peu plus souple. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et la guerre Non, en fait, je pense que Donald Trump est sur une ligne de crête et qui est très intéressante. C'est-à-dire que d'un côté, il cherche véritablement, c'est mon intime conviction, à faire avancer le dossier iranien. Il constate, sans doute parce que ça lui est également fortement suggéré par Benjamin Netanyahou, que à ce stade, c'est-à-dire après les 60 jours qui s'étaient impartis, qui s'étaient donnés pour arriver à quelque chose de concret, seule la force va permettre de débloquer la situation. Mais il faut surtout pas minimiser à quel point les soutiens les plus proches aux États-Unis, donc américains, de Donald Trump sont opposés aux guerres au Proche et au Moyen-Orient impliquant des Américains. No way. Toute la journée hier, je les ai lus, écoutés, entendus dire on vous lâchera sur une guerre américaine avec l'Iran. Donc il est sur une ligne de crête très étroite. Comment ça fonctionne ? Qui ne dit mot consent. Donald Trump a déjà dit très publiquement et à 2 reprises qu'il était favorable à la diplomatie sur le dossier iranien, qu'il voulait résoudre cela par la diplomatie avec l'Iran. Et puis mercredi, il allait sur un podcast et il s'est dit, je cite, moins confiant sur la possibilité de faire advenir le résultat uniquement par la diplomatie. Ça, c'est une porte ouverte à autre chose. Donc, bien évidemment que les Israéliens, et Donald Trump le dit, le reconnaît, ont informé les Américains. Tout à l'heure, j'utilisais ma métaphore de la copropriété en rappelant la petitesse du territoire israélien par rapport à l'ensemble des autres copropriétaires. Mais qu'a dit à l'instant, elle rappelait le budget militaire israélien, sauf qu'elle a oublié d'ajouter l'aide américaine, qui est quasiment équivalente à tout le budget militaire israélien, ce qui double mécaniquement la taille de ce dont ils sont capables et ce qu'ils ont à leur disposition. Mais vous savez qui d'autre est sur une ligne de crête ? Et c'est ça qui rend le moment très extrême. Le régime iranien, soit il réagit et il met, j'allais dire, son existence en jeu et dans la balance, mais pareillement s'il ne réagit pas. Parce que la mer est en train de se retirer, et il est très possible que le peuple iranien s'aperçoive que le guide suprême est nu. Et auquel cas,
s'il n'y a rien, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué de tenir cela, parce qu'ils sont très forts pour pendre leurs opposants, mais quand il s'agit de résister face aux Israéliens, là, il y a moins d'éléments. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, j'en termine par là, regardez les réactions. Il y a beaucoup de condamnations à demi-mot. Beaucoup sont quand même pas mécontents, pour euphémiser la situation, par rapport à l'effacement d'une partie des capacités militaires, balistiques et nucléaires, ou en tous les cas leur paralysie iranienne. Mais c'est un jeu audacieux, complexe et extrêmement dangereux. Tout, de part et d'autre, est une affaire de dosage. Une dernière chose, et ça a déjà été dit aux Israéliens, et nous allons leur reprouver. Quand les munitions vont partir du territoire iranien en direction de l'État hébreu, nos soldats, notamment français, vont servir de bouclier humain. Ils monteront à bord d'aéronefs qui vont décoller depuis la Jordanie. La Jordanie a déjà commencé à intercepter des drones iraniens. Les Britanniques y participeront, les Américains y participeront, les Israéliens en feront évidemment partie, mais peut-être d'autres pays, notamment arabes également. Je précise qu'Emmanuel Macron va prendre la parole et évidemment on l'écoutera en direct sur LCI.